Bonsoir à tous et bienvenue dans une émission sport exceptionnelle sur Maritima. Exceptionnelle car sur ce plateau, nous avons deux immenses et jeunes champions. Félix Lebrun, Christo Popov, champion de tennis de table, champion de badminton. Vous avez accepté notre invitation et c'est la toute première fois que vous vous rencontrez. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a plu un petit peu dans cette initiative? On rappelle que c'est Estelle qui a organisé ça. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez dit oui à cette idée? Moi, j'aime bien tous les sports, donc je voulais découvrir un peu le badminton, et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec un champion. Moi, de mon côté, ça faisait pas mal de temps que Estelle m'en parlait, cette idée de se rencontrer avec Félix. Et puis, ça a toujours été un plaisir de rencontrer deux sportifs qui ont un grand palmarès comme lui et qui pratiquent un différent sport à haut niveau. Donc voilà, je suis toujours curieux de découvrir des sportifs comme ça. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, effectivement, un palmarès énorme, monstrueux. On va commencer avec le plus jeune, Félix, 15 ans, champion de France cadet et minime, vice-champion de France junior, champion du monde en double U15, médaillé d'argent du monde U15 également, triple médaillé d'or au championnat d'Europe cadet, de nombreux titres sur des compétitions européennes, victoire sur des top 30 mondiaux, numéro 1 mondial des moins de 15 ans. Ça va, j'ai à peu près bien résumé cet énorme palmarès? Oui, c'est un peu vrai ça, oui. Et alors, dans tous ces titres, quelle est la plus grande fierté si tu devais en mettre un en avant? C'est le titre mondial? Non, je dirais que c'est les 3 titres au championnat d'Europe. C'était la même édition, et donc c'était ma plus belle compétition. Pour toi, Christo, triple champion de France senior, 2 titres en simple, 1 titre en double, médaillé de bronze à l'Euro par équipe avec la France, argent en mixte, vice-champion du monde junior, champion d'Europe junior, 55e au classement mondial en simple, 30e en double, une victoire à l'Open d'Ukraine et une place de numéro 1 mondial junior. C'est pareil, ça, quand on compare un petit peu vos deux palmarès, c'est énorme. Au niveau jeune mondial, vous avez tout gagné quasiment. Oui, ou plutôt tout gagné, ou on a essayé notre meilleur en tout cas, et puis ça a bien prouvé que on a du niveau, et puis que les compétitions jeunes, ça donne surtout de la confiance pour le futur dans les compétitions adultes plus tard. Donc c'est bien d'avoir ce palmarès-là quand on est jeune, oui. Ça met pas trop de pression déjà, parce que d'entrée, vous avez commencé tous les deux très très tôt votre sport. Vous étiez presque programmé pour réussir. En tout cas, dès le début, on vous voyait réussir. Ça met pas trop de pression de se dire, vous devez réussir finalement? Moi, ça a été parce que j'ai commencé à 3 ans, le tennis de table. Donc j'ai direct fait des compétitions, et ça m'a pas trop mis de pression parce que je savais que c'était le futur le plus important. Je voulais d'abord bien sûr performer dans les jeunes, mais je savais que c'était plutôt le niveau senior qui importait. Donc je savais qu'il me restait encore beaucoup de chemin et qu'il m'en reste encore aujourd'hui. Donc ça m'a pas mis trop de pression, les résultats. Moi, de mon côté, depuis tout jeune, pas vraiment de pression parce que j'ai toujours été dans un cocon familial avec mon père qui est mon entraîneur et que j'ai toujours joué avec aussi mon frère. Donc on a toujours été en famille en compétition. D'un côté, peut-être que ça m'a donné aussi une confiance pendant les compétitions. Je n'ai pas été vraiment stressé ou sous pression. Ça a été pour moi naturel de jouer, d'essayer mon meilleur le jour même. Et ça a très souvent payé, bien sûr, parce qu'après on s'entraîne énormément, on se fait beaucoup de sacrifices à la maison. Donc on est content de voir qu'avec tous les sacrifices et tous les entraînements qu'on fait, ça paye et qu'il y a les résultats qui suivent. Donc ça nous motive davantage pour le futur, pour encore plus s'entraîner, encore plus monter les marches vers le haut niveau. Tu parles de famille, c'est vrai que c'est un de vos points communs à tous les deux. Un papa très grand sportif, un grand frère qui pratique votre sport et qui c'est pour tous les deux, c'est une vraie histoire de famille et de champion. Moi il y a aussi mon oncle qui a été dans le 14e mondial. Donc toute ma famille jouait, même ma mère jouait avant à plus bas niveau, mais elle jouait aussi au ping, donc forcément ça aide pour commencer. Moi, quand mon père allait travailler, il m'amenait à la salle, et du coup forcément c'est comme ça que j'ai vu des joueurs jouer, et ça m'a donné envie de jouer. Pareil pour toi, je sais pareil pour moi, depuis toujours, mon père était entraîneur, ma mère était arbitre. Comme Félix, mon père m'amenait à son boulot, il était entraîneur, donc forcément j'étais au gymnase, je prenais la raquette, je jouais. Petit à petit, on prend plaisir, et petit à petit, on prend la licence, on fait des compétitions, on gagne, et puis c'est bon, on a croqué. Dans le badminton, la passion est venue, et puis on a continué. Ça aurait été concevable pour tous les deux de dire à un moment, non, je vais me mettre au basket, au foot ou à autre chose?
J'ai eu des mauvais résultats, mais moi ça m'a jamais fait changer d'avis parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime faire tous les jours à l'entraînement et aussi en compétition. Donc non, moi ça m'a jamais tourné à l'esprit. De mon côté, je voulais faire du foot à un moment quand j'avais, je crois, 9 ans, parce que dans une ville comme Fos-sur-Mer où tous mes amis jouaient au foot. Fos-sur-Mer, c'était le foot à côté de Marseille. Tous mes copains jouaient au foot. Donc c'est-à-dire qu'à l'école, j'étais avec tous mes copains. Et puis le soir, eux, ils étaient tous ensemble à l'entraînement de foot de leur club. Et moi, j'étais en badminton, donc ça me faisait un peu bizarre. Je voulais rajouter un peu le foot dans le badminton quand j'étais petit. Sauf que voilà, ça matchait pas vraiment. Et puis finalement, j'ai bien fait de ne pas non plus aller dans le foot parce que ça a bien payé dans le badminton pour l'instant. C'est vrai que vous faites deux sports géniaux, le tennis de table et le badminton. Mais mine de rien, quand on est jeune, c'est des sports où il y a quelques a priori. On dit, ouais, c'est des sports de vacances, c'est des sports de plage, c'est pas un vrai sport. Non, vous avez dû l'entendre ça plusieurs fois quand même. Oui. Moi, c'est souvent le sport de camping, ce que tu joues en famille ou quoi, parce qu'il y a des tables de partout à l'école. C'est complètement autre chose à haut niveau. Il y a la partie physique qui rentre en compte. Et puis, beaucoup d'effets dans le ping-pong avec la balle qui a beaucoup d'effets. Donc, il y a beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas forcément penser au début. Pareil que le badminton, c'est un sport qui reste très complet, très physique, tactique à haut niveau et puis mental. Faut puiser vraiment dans son corps. C'est un truc c'est très extrême. Après, c'est sûr que à niveau loisir ou quand on est quelqu'un qui est en dehors de cette planète badminton, ça peut avoir des a priori comme un sport qui se pratique à la plage ou un sport très école, parce que je crois que c'est le premier sport en UNSS. Tout à fait. Donc tout le monde a un peu pratiqué le badminton dans sa vie, mais pense vraiment que ça reste ce sport-là qui reste dans l'école où ils ont pratiqué, alors qu'il y a aussi cet autre monde le badminton de haut niveau avec un circuit mondial, des professionnels et un monde qui est vraiment différent, qui est vraiment un sport qui est vraiment spectaculaire à la télé, surtout en Asie. Ça vous est déjà arrivé pour un peu répondre à quelqu'un, lui dire attends, on va se faire une petite partie ou 2-3 points et tu vas voir vraiment ce que c'est le sport? Moi, ça m'est déjà arrivé de rigoler avec ça, de lui dire si tu veux, je joue avec mon téléphone et toi avec une raquette ou des trucs comme ça, mais on l'a jamais réellement fait. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, c'était plus avec le manche. Moi, c'est plus qu'il aille sur YouTube et taper BWF, les rallyes de la semaine, du circuit de la semaine, et il voit que ça n'a rien à voir avec un sport de plage. L'autre particularité que vous avez tous les deux en étant des jeunes sportifs de très haut niveau, c'est que vous avez une vie complètement différente des jeunes de votre âge. Vous êtes quasiment tout le temps en déplacement. Là, la preuve, on a même eu du mal à fixer ce plateau parce que vous faites des tournois à l'étranger, vous vous entraînez ailleurs. Il y a toutes ces compétitions. Avec les études, c'est pas trop compliqué. C'est un rythme à prendre. Moi, je suis encore au lycée, je suis en seconde, donc j'ai un aménagement. Mon lycée me permet d'aménager vraiment bien mes horaires. Ça me permet de pouvoir m'entraîner aussi quand je suis sur place. Et après, quand je suis à l'extérieur en compétition, ils m'ont donné un ordi pour pouvoir rattraper les cours et essayer de pas perdre le fil. Et donc, pour l'instant, je fais comme ça. Et l'année prochaine, je pense qu'on va se tourner vers un CNED à la carte où je choisirai mes matières au CNED et quelques matières au lycée. Bon, de mon côté, c'est l'université, mais totalement à distance. Donc, je suis à l'université de Limoges. C'est un campus virtuel où toutes les formations sont 100% à distance. Donc, je fais juste des visios quelques fois par semaine. Mes examens sont aussi en ligne. Donc, tout a été fait pour que je sois à Fos-sur-Mer, à Bali, à Bangkok ou à Paris. Ça soit pareil au niveau des cours. Donc je travaille un peu quand je veux, j'ai juste rendre des devoirs juste le jour J. Et puis ça me permet de suivre mes entraînements à 100% sans être obligé d'assister en présentiel quelque part, que ce soit à l'université ou autre. C'est vrai que là, quand on parle des destinations, Bali, Bangkok, bientôt Madrid, je sais que toi aussi, tu fais beaucoup de tournois en Allemagne, un petit peu partout en Europe, en Slovénie. On pourrait dire c'est la belle vie, mais en fait, non, c'est beaucoup de sacrifices. Et sur place, vous profitez pas tant que ça de tout ce qu'il y a, non? Ça nous arrive de profiter dans des longues tournées de quelques semaines, par exemple en Asie, où on aura quand même quelques jours où on peut visiter. Il y a aussi des activités qui ont été créées par la WWF pour pouvoir visiter. Mais c'est vrai que durant le Covid, quand on était par exemple obligé de dormir dans les hôtels officiels, de rester cloué dans les chambres parce que c'était un confinement, parce que c'était des dérogations qu'on avait pour jouer. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez compliqué
de prendre plaisir de temps en temps parce que c'était chambre d'hôtel, la navette, le bus pour aller jusqu'au gymnase et puis jouer et revenir. Donc c'était une période d'1 an, 1 an et demi où c'était à peu près comme ça. Maintenant, ça commence à évoluer à nouveau. Chacun choisit son logement comme tout professionnel. On peut faire un Airbnb, comme un hôtel, comme un appartement. Enfin, tout le monde fait comme il veut. C'est beaucoup mieux. Chacun est libre. Tout le monde peut visiter après son match. C'est beaucoup mieux. Et pour toi aussi, c'est du plaisir ou des contraintes plutôt, tous ces grands déplacements? Pareil, pour le Covid, c'était compliqué un petit moment. Là, ça dépend des pays maintenant. Il y a quelques pays qui acceptent qu'on puisse visiter, quelques pays qui nous laissent dans les hôtels de la compétition. Mais souvent, quand on visite, c'est qu'on a perdu, donc c'est pas forcément très bon. Mais c'est plus en stage que ça nous permet de visiter. Par exemple, moi, je suis allé au Japon et là, j'ai pu visiter 2 jours. Je suis resté 3 semaines là-bas. Alors qu'en compétition, c'est souvent plus compliqué parce que t'es vraiment concentré sur les matchs qui vont arriver. Si je dis que vous êtes des futurs médaillés, en tout cas moi c'est le pari que je lance, que vous serez des futurs médaillés olympiques, je prends beaucoup de risques ou c'est un énorme objectif pour vous deux? C'est quand même un gros risque, mais ça reste un objectif, un rêve, mais c'est jamais facile. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de ça, donc faut essayer d'être le meilleur. Et de toute façon, en tout cas pour mon cas, et je pense que c'est pareil pour toi, moi je vais tout donner pour essayer d'y arriver, mais c'est jamais facile, donc on va voir. En tout cas, on va bosser pour, c'est sûr, c'est notre rêve. Tout sportif rêve des JO en soi, de gagner une médaille. C'est vraiment le Graal, si on peut l'appeler comme ça. Donc chaque jour d'entraînement, quand on s'entraîne, c'est vraiment c'est pas pour gagner la compétition régionale du côté, c'est pour faire une médaille au JO, au championnat du monde, des compétitions de grande envergure. Et alors, vu que tous les deux, c'est la première fois que vous rencontrez, qu'est-ce que vous avez envie de savoir un petit peu l'un sur l'autre? Qu'est-ce qui vous intéresse? Par exemple, par rapport à ton frère, toi, comment ça se passe quand vous êtes joué contre? On m'a dit que vous êtes déjà joué contre. C'est un match qui est très délicat, c'est sûr, mentalement, car on joue son frère, donc d'un côté c'est bien parce que c'est quelque chose d'inédit d'avoir la chance de jouer contre son frère dans par exemple l'Open d'Orléans ou en finale de championnat de France. C'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, donc c'est sûr qu'il y a un côté qui est cool, mais d'un côté ça veut dire que l'un des deux frères devra éliminer l'autre. Donc c'est compliqué de gagner son frère, c'est-à-dire que on est content, on passe le tour d'après, sauf qu'on a éliminé son propre frère. Après on est ensemble dans la chambre, on dort ensemble, donc c'est toujours c'est délicat, mais on arrive à le prendre de façon positive sans se prendre la tête, et puis on est plus sur que le meilleur gagne le jour J sur le terrain. Et puis si je perds, je serai à 100% derrière mon frère derrière, et si c'est moi qui gagne, il sera à 100% derrière moi, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Mais ça reste un match assez délicat, on préfère jouer quelqu'un d'autre et se rencontrer en finale, par exemple. Là, c'est pas mal. Mais sur les pré-tours ou sur des quarts de finale, c'est un peu plus compliqué. Justement, puisque tu me parles de ton frère, Estelle a été rencontrer des proches de tous les deux, et je propose déjà une première question pour toi. C'est un de tes frères qui va te poser cette question. Salut Christo, j'ai une question à te poser. Tu préfères qui en tant que frère, moi ou Tommy? D'un côté, le grand frère qui a toujours été, on va dire, un peu au-dessus de moi, qui m'a toujours ouvert la voie, montré un peu le chemin dans le badminton. Et d'un côté, le petit frère qui essaye aussi de faire sa place dans le monde du badminton, qui est super mignon, c'est notre petit frère où on essaie de changer avec lui apprendre des choses parce qu'on commence à avoir de l'expérience. Les deux frères, c'est impossible de choisir, c'est une famille. D'accord. On a aussi une question pour toi. C'est pas quelqu'un de ta famille, mais c'est ton entraîneur Eric qui te pose cette question. Salut Féfé, c'est Eric. Écoute, moi j'ai une question simple. Est-ce que c'est un plus grand défi de battre ton frère Alexis ou le numéro 1 mondial? Pour l'instant, j'ai pas battu les deux, mais c'est toujours difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai toujours du mal à jouer contre. Il est plus fort que moi, et en plus, je pense que son style de jeu me convient pas forcément. Donc, j'ai souvent pris des bonnes raclées. Mais j'ai jamais joué le numéro 1 mondial, mais j'aimerais bien essayer savoir. Je pense que c'est quand même plus dur le numéro 1 mondial, mais il est aussi dur à battre. Ça fait partie de tes objectifs, justement, de battre ton frère le plus rapidement possible? De le battre, oui, forcément, je serais content pour moi, mais
c'est pas non plus l'objectif principal. Si c'est le plus fort, enfin s'il est numéro 1 mondial et que je suis numéro 2, ce sera, enfin, moi je pourrais encore progresser, si ça sera toujours mon objectif de le battre, mais ça sera quand même magnifique. D'accord. Alors Christo, toi justement, est-ce que tu as des choses que tu veux savoir un petit peu sur Félix? Moi, c'était plus le côté est-ce qu'un athlète du coup professionnel de tennis de table, parce que du coup, vu qu'on a aussi beaucoup de questions sur ça sur badminton, c'est est-ce que tu arrives, voilà, quand tu es top 30-40 mondial, donc tu n'es pas vraiment le haut niveau, c'est-à-dire le top 10, mais quand tu es 30-40 mondial, est-ce que tu arrives à en vivre du tennis de table? Est-ce que tu arrives à, par exemple, je sais pas si c'est très un accompagnement, par exemple, de l'équipe de France, c'est beaucoup la fédération qui finance, où il y a pas mal de sponsors. Enfin, je veux dire, comment évolue ce... Nous, la fédération aide beaucoup. Ils nous payent beaucoup tous les Open. Pour l'équipe de France, ils payent tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça aide à pouvoir... ils ne nous prennent pas le prize money. Donc nous, on peut recevoir de l'argent par rapport aux compétitions et c'est eux qui les payent. Donc ça, c'est vraiment top. Mais après, en France, je dirais qu'il y a 20-25 personnes qui vivent réellement du ping-pong. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas au bat combien c'est, mais dans le monde, je dirais que quand tu fais partie des 100 meilleurs mondiaux, tu peux largement en vivre. D'accord, c'est bien. T'es bien encadré du coup. Donc avec la fédération, etc. Il y a un vrai suivi. Ouais, il y a beaucoup de coachs. Il y a un kiné qui vient souvent avec nous sur les grosses compétitions. Non, c'est vraiment bien sur ça. La Fédé nous aide beaucoup. Ouais. Et quand tu pars sur des tournois à l'étranger, tu as toujours aussi un staff qui t'accompagne? Nous, il y a Nathanaël Monlin, c'est mon coach, qui a pu se déplacer avec nous, qui nous aide sur toutes les compétitions, il vient partout avec nous, donc ça c'est vraiment une aide. Donc chacun a ses coachs et c'est souvent aidé par la fédération, donc ça c'est vraiment bien. D'accord, je vous propose une autre petite question, puisqu'on a été interrogé 2 personnes pour chaque... Là, on va retourner encore avec un de tes frères, et cette fois, c'est le plus grand, c'est Tommy qui va te poser une petite question, je ne sais pas si tu vas aimer. Salut Christo, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça fait de perdre contre moi au Orléans Masters? Je pense que d'un côté, il y a... Enfin, je suis pas content de perdre, mais le parcours a été déjà très beau. Donc, perdre contre son frère, c'est aussi c'est-à-dire une belle façon de finir la compétition, même si j'aurais préféré passer. Sachant que j'avais déjà passé le match d'avant face à mon frère, j'avais déjà gagné. Mais cette fois, voilà, il a en quelque sorte pris sa revanche. Voilà, j'aurais bien aimé passer, c'est sûr. Mais voilà, après, le jour J, il a vraiment mieux joué. J'étais pas très bien, j'ai fait pas mal de fautes. Donc, il méritait largement sa place en finale, on va dire, à ce jour-là. Et puis derrière, il gagne. Donc, voilà, je suis content pour lui et un peu déçu de mon niveau de jeu, mais ça reste une victoire en famille, quoi. C'est fou quand même, parce qu'on en avait parlé avant que vous soyez affrontés en compétition officielle, où on disait qu'on attendait, on appréhendait un petit peu ce qui allait se passer, et on se rend compte que ça a mis un énorme coup en avant sur votre sport, maintenant ça y est, vous vous affrontez, vous êtes au summum tous les deux, et en tout cas pour parler du badminton, c'est impressionnant, parce que je le vois de partout maintenant, on parle que de ça. Hein. Oui, en général, on avait quelques médias, les médias locaux étaient présents pour couvrir les choses, mais les médias nationaux ou mondiaux qui couvraient des événements comme un championnat de France ou l'Open d'Orléans étaient quand même assez rares, à part si un Français gagnait la compétition. Et maintenant on est quelques joueurs au top et qu'il y ait cette fratrie entre moi et mon frère. Il y a plein d'articles, il y a plein de journalistes qui viennent, qui sont assez curieux en fait de cette histoire. On parle de curiosité, on va te poser une dernière question, Félix. C'est un de tes coéquipiers, c'est Lucas qui la pose. Je ne sais pas pourquoi il voulait savoir ça, mais visiblement il est très intéressé. Salut Félix, c'est Lucas. J'avais une petite question pour toi du coup. Je sais que niveau ping, tu as beaucoup de succès. Je voulais savoir, maintenant que tu as 15 ans, avec les filles, tu as aussi autant de succès? Pour l'instant, j'ai pas trop de succès. Mais je me concentre d'abord dans le ping-pong et puis après, à voir si ça vient. Il faudra trouver la bonne personne et je serai complètement partant. Mais faut aussi, pour moi, d'abord qu'elle accepte mon sport. Donc c'est pas facile aussi à faire comprendre à 15 ans que je suis jamais là. Donc voilà, mais je dis pas non, mais je me concentre quand même d'abord dans le ping-pong et après on verra.
Bah écoutez, en tout cas, merci à tous les deux, Merci Félix et Christo, d'être venus sur ce plateau. On a hâte un petit peu de voir peut-être un jour un match tennis de table entre vous deux et la revanche au badminton pour voir un petit peu. Ça peut être sympa à faire. Ça peut être très sympa, et en tout cas, on vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Merci. On a hâte des prochaines grandes compétitions, des prochains titres que vous allez nous ramener. Merci beaucoup. C'est la fin de ce rendez-vous sport exceptionnel. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à vous le proposer. Un énorme merci aussi à Estelle Agosti qui a tout organisé cette rencontre. Elle est dans les coulisses et en tout cas un grand merci. Une très bonne soirée à tous sur Maritima.